Ventoux. Martinique is experiencing visible and alarming changes along its coastline. Could you share with us how the Management Treaty project of the future signals a bold, new way of reimagining coastal life by 2050? The floor is all yours. Merci beaucoup, mais avant de commencer, je voudrais vraiment remercier la délégation de Martinique avec M. Christophe Dédé de Yolure, c'est une organisation traditionnelle martiniquaise qui vont valoriser ici et ils ont fait le choix, et j'en suis heureux, de m'embarquer avec lui dans cette aventure, ce qui me permet d'être ici et de vous parler du pêcheur. Alors, la Martinique est confrontée au problème de retrait du TikTok, c'est évident. Sur les 34 communes de Martinique, 13 figurent sur la fameuse liste qui a été fixée en avril 2022 par le gouvernement. Et donc, ça veut dire que nous perdons chaque année quelques centimètres de plage, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avions avant, disons, la colonisation, des plages qui faisaient entre 300 et 400 mètres de large, et aujourd'hui, sont celles qui font entre 30 et 40 mètres de large. En tout cas, beaucoup de nos côtes sont confrontées au problème de l'érosion, ce qui met en danger nos populations par endroit. C'est le cas par exemple dans la circonscription du Prêcheur, j'y reviendrai, mais c'est aussi le cas de la ville de Basse-Pointe dans le Nord-Atlantique. S'agissant du Prêcheur, la situation est particulièrement grave et préoccupante puisque par endroit nous avons perdu dans un quartier qui s'appelle Anse-Belleville, nous avons perdu plus de 100 mètres de plage en 60 années. Donc c'est considérable, avec bien sûr la destruction de bâtiments destinés à la pêche, ce qui affaiblit ce secteur économique, mais aussi avec la fragilisation d'habitations et la mise en danger, bien sûr, d'habitants. Et vous voyez là, c'est une carte du Prêcheur qui vous montre comment nous sommes exposés aux risques d'inondation, et pas que. Nous sommes exposés aussi aux risques volcaniques, aux risques de crue de la rivière du Prêcheur, mais bon, nous nous limiterons aujourd'hui à la question du trait de côte et des risques littoraux en général. Mais là-dessus, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés, puis nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, et nous avons profité d'un appel à été lancé à l'époque de la ministre Ségolène Royal, qui voulait mettre en face des étudiants en architecture avec des territoires quant à l'avenir du littoral. Et nous avons accepté donc ce challenge. C'est pour cette raison qu'une étude a été menée, des propositions ont été faites, et que cela a débouché sur un projet ayant plusieurs axes. Le premier axe, c'est comment construire un équipement public en mesure d'accueillir justement des populations sinistrées lors de la survenance d'un événement naturel. Le deuxième axe, c'est comment justement construire autrement dans notre pays. Parce que ce qu'il faut savoir, et là c'est une contribution citoyenne aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous sommes très dépendants de l'extérieur, notamment de l'Europe, pour nos matériaux de construction. Et vous comprenez qu'à 8000 km, le bilan carbone de construction n'est pas du tout bon bilan. Donc nous avons décidé de développer une expérimentation pour utiliser des matériaux, on dit géosourcés ou biosourcés, donc dans notre environnement naturel, et essayer de déboucher sur des structurations et de filières. Enfin, nous avons lié aussi ce projet à la question alimentaire, parce qu'elle est très importante, parce que, et là, nous nous basons sur un récit, parce que pour convaincre les gens de se déplacer, ça n'est pas simple. Et nous avons fait le pari de ne pas faire peur, de ne pas développer l'anxiété, mais au contraire de rendre le projet désirable. Et d'ailleurs, nous avons une maîtrise d'œuvre urbaine, sociologique et paysagère, et choisi un architecte, Philippe Antoine Petitjean, qui disait ceci, c'est-à-dire que nous allons refondre le territoire, mais nous allons rendre le projet désirable. Pourquoi? Parce qu'à d'autres époques, on a dû contraindre des fois des populations à se déplacer en dépit de leur volonté. Donc nous sommes passés par une phase participative, les gens on les a écoutés, on a essayé de comprendre leur manière d'habiter, on a essayé de comprendre leurs aspirations pour pouvoir apporter des réponses également. Et l'autre axe, c'est la question alimentaire. La question alimentaire parce que nous avons connu dans le passé l'éruption volcanique de 1902 et une deuxième éruption
de la montagne de l'Est, bien sûr, entre 1929 et 1932. Et nous avions été complètement abandonnés. Nous avons compris que lorsqu'il y a un événement naturel, quel qu'il soit, eh bien les secours qui viennent très vite, ce sont les voisins. Et que quand on attend des secours qui viennent de très loin, on peut justement être mis en difficulté. C'est pour ça que je vais déboucher dessus, puisque le temps qui m'était parti est presque écoulé, sur deux notions fondamentales. Bon, déjà en France, nous n'avons aucun outil financier de financement en fait, des opérations de recomposition urbaine. Il faut travailler, il faut qu'il y en ait un, et nous avons galéré par rapport à ça. Deuxièmement, la question de l'autonomie des communautés. Rendre les communautés autonomes, bien à condition qu'elles soient solidaires, c'est une manière de les sécuriser fondamentalement. Et la troisième question, quand on parle d'autonomie, on parle de deux autonomies fondamentales. Il s'agit de l'autonomie énergétique et alimentaire. Donc, vous voyez, c'est un projet global pour répondre à un problème de mise en danger de nos populations, mais nous pensons effectivement que la mise en sécurité passe par une vision qu'on appellerait holistique, globale, pour répondre efficacement aux attentes de nos populations. Merci de votre attention.